Bonjour les passionnés de rando, bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio. Bonsoir Jonathan, ça va bien? Ben oui, très bien, toi aussi Eric? Ben oui, fait que un podcast que je pense que t'attendais depuis longtemps, hein? J'avais vraiment hâte, ouais, vraiment hâte. Moi aussi, parce que je viens de finir de lire son livre, un de ses livres, qui est une référence au niveau de la haute altitude au Québec. Donc, je pense qu'il y en a qui ont déjà deviné qui qu'on reçoit ce soir. On a le plaisir et le privilège de recevoir Monsieur Emmanuel Daigle. Ça va-tu bien ce soir, Emmanuel? Ça va très très bien. Le monsieur, on peut le garder pour mon père. OK, on va garder ça pour ton père. Donc, bienvenue au podcast Jason Rando. Emmanuel, on est vraiment content de t'avoir avec nous, là. Ah ouais, vraiment content. Ça faisait un bout qu'on attendait ça, là. Ça me fait plaisir d'être là avec vous autres ce soir. Ben, on va se lancer dans le vif du sujet, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, il y a probablement certains de nos passionnés qui sont pas nécessairement tous des maniaques de la haute altitude, puis qui y recherchent, puis qui lisent tous les ouvrages, mais qui rêvent peut-être d'aller un jour en haute altitude, puis en apprendre un peu plus. Donc, c'est qui Emmanuel Daigle? C'est une drôle de bébite, ça. Premièrement, c'est un passionné de montagne claire et dure, de plein air. Puis, ça fait des années que je fais de la montagne, je fais de l'escalade, je fais de la randonnée en haute montagne. Puis, j'ai commencé à guider, je crois que j'avais à peu près 21 ans. Je ne donnerai pas mon âge pour ne pas me vieillir trop, mais donc ça fait pas mal longtemps que je guide des groupes un peu partout sur la planète. Et puis, ces dernières années, j'ai été attiré comme un aimant par le Népal. Donc, ça fait plus de 20 ans que je guide au Népal. Et c'est ça. En gros, j'ai écrit des livres, comme tu l'as dit, sur la préparation pour aller en haute altitude. Donc, la vulgarisation scientifique de ce que c'est aussi l'altitude. Et puis, aussi, je donne des cours, j'ai une académie de formation en ligne. Bref, je me dédie au plein air puis à renseigner les gens pour qu'il y ait du plaisir en montagne. Je ne sais pas si ça résume un peu. Oui, parfait. C'est très bien. Je pense qu'on est bien parti. Ouais. Donc, Emmanuel, là, ce soir, on parle de haute montagne. Mais avant de rentrer dans le sujet de la haute montagne, la haute montagne, c'est pas juste un terme. Il y a une genre de définition à la haute montagne, scientifiquement parlant, ou je sais pas comment dire le terme, mais c'est quoi la haute montagne? Comment on décrit ça, la haute montagne? Ben, c'est une bonne base pour commencer. C'est que la haute altitude, ce qu'on appelle la haute altitude, c'est tout ce qui est en haut entre 2000 et 2500 mètres. En bas de ça, on ne parle pas de haute altitude. C'est soit de la basse ou moyenne altitude. Donner un exemple concret, le mont Washington, qui est près de nous, est même pas à 2000 mètres. Donc, des fois, les gens arrivent en haut du mont Washington, sont tous essoufflés, ils disent « je ressens l'altitude ». Je dis « Non, t'es juste excité d'être au sommet. » c'est ça. Pas l'altitude du tout. Donc, aucune implication sur notre capacité physique en bas de 2000 mètres. Donc, en haut de 2000, à partir autour de 2500 mètres, là, on parle de haute altitude. Là, une question que je me demandais vraiment, parce que comme beaucoup le savent, j'ai fait le Kilimanjaro il y a pas longtemps. Moi, la montagne, c'est ma passion et tout. Puis la haute montagne, comment qu'on fait pour devenir un alpiniste, si on peut dire, puis un alpiniste autonome aussi? Par où qu'on commence? Ça serait quoi le parcours à faire pour se rendre là? Ben, en fait, ça dépend beaucoup de l'objectif que tu vises. Si tu vises d'être autonome, ce qui est très bien, il y a beaucoup de choses à faire. Je te dirais, la première, c'est de faire des montagnes autour de chez toi. Là. Pas besoin de viser très, très haut pour commencer à t'initier au plein air puis à sortir de plus en plus longtemps, puis éventuellement coucher, faire des nuits. Mais tout ça va t'amener assez rapidement vers un questionnement important sur « il m'est arrivé une petite blessure ou quelque chose. » Donc là, il faut tout de suite sonner une petite cloche et dire « Hey, ça serait bon que je prenne des cours de secourisme en région isolée. » Ça, c'est une base essentielle pour tout plein airiste. Avant même de se lancer en montagne, aller prendre un cours de secourisme en région isolée.
Le protocole est différent parce que là, on est dans des zones qui sont loin des centres hospitaliers. Donc ça, c'est vraiment important. C'est une base essentielle pour moi de passer par des cours de secourisme en région isolée. Et puis, à un moment donné, on fait de plus en plus d'expériences, puis on prend des formations. Il y a des formations qui existent. Il y a la Fédération Rando Québec qui offre plein de formations pour devenir autonome en randonnée, puis il y a différents niveaux. Ça, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup les gens à aller suivre les formations avec Rando Québec. Vous allez avoir une très, très belle base pour devenir autonome, puis monter, disons, gravir les échelons un petit peu de l'autonomie en montagne. C'est parfait. Écoute. Ben, c'est comme on dit, à un moment donné, faut suivre les bases, faut suivre certains protocoles, puis les cours de secourisme, là, je reviens là-dessus, parce qu'encore une fois, les gens commencent à me connaître, ils savent à quel point c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis ça, les cours de secourisme, c'est l'affaire sur que je martèle le plus sur passionnés de rando. Partez pas en randonnée, même si c'est sur le planche, quand t'es loin dans le bois, t'es loin dans le bois. Puis les gens pensent toujours que on est dans Star Trek, là, puis que Scotty beam me up to the hospital, là, c'est pas de même ça marche, là. Moi, j'ai déjà vu je fais encore une parenthèse, là, mais sur le mont Offord, sur la 4 km en haut du mont Offord. Écoute bien, ça monte là en 4x4. À partir du moment où on a appelé les secours et qu'on a raccroché le téléphone, avant qu'il soit rendu à côté de nous, ça a pris 45 minutes. Fait que quand t'es dans le bois, dans le milieu de nulle part, les gens pensent que ça va prendre quelques minutes. Non, tu parles de plusieurs heures. Donc, ça, les gens sont pas conscients de ça et réalisent pas à quel point tu vas être livré à toi-même et que tu vas probablement être obligé de te secourir toi-même, là. Ah oui, c'est sûr et certain. Il faut cette autonomie-là, c'est essentiel. Ben justement, en parlant de comme secourisme et de sécurité et de risques en montagne, que ce soit, il y a des risques qu'on a en randonnée standard ou qu'on s'éloigne, il y a certains risques. Mais si on parle plus de la haute montagne, ça serait quoi les risques les plus communs qu'on pourrait rencontrer? En fait, il y en a beaucoup, là, mais j'ai séparé en deux branches. Tu as les risques qui sont, disons, plus médicales, du côté médical. Tu as des risques qui sont plus du côté du terrain. Tu vois, mettons les risques de terrain, j'entends là des avalanches, des risques d'hypothermie, d'engelure, tout ça. Donc ça, c'est des risques qui sont liés au terrain. Et les risques médicaux, ben, ça va être des risques comme le mal aigu des montagnes. S'il y en a certains qui ont lu soit mon livre ou d'autres ouvrages sur l'altitude, ils vont avoir vu ce terme-là. Donc, le mal aigu des montagnes, soit l'œdème cérébral, l'œdème pulmonaire, l'œdème localisé de haute altitude. Bref, il y en a une panoplie de problématiques reliées à l'altitude directement. Ouais, puis à travers ces risques-là, on en parlait hors micro tantôt, puis je pense que c'est peut-être important juste d'en glisser un petit mot. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus loin, mais je pense qu'un des gros risques, c'est de monter trop vite. Parce qu'il y a une façon de monter une montagne. Puis si on veut limiter ces risques-là, il y a une procédure à suivre. Tu pars pas puis tu montes pas 2000 mètres d'une journée, là. Non, c'est sûr. Toutes les maladies de l'altitude que j'ai nommées vont être amplifiées si on ne suit pas des règles de base d'une ascension qui est progressive. Ben là, c'est le questionnement des gens va venir assez vite. Ben, c'est quoi ça, une ascension qui est progressive et raisonnable? C'est très simple. On a dit que l'altitude commençait à peu près à 2500 mètres. Donc, à partir de 2500 mètres, c'est 400 mètres maximum en gain d'élévation à chaque dodo. Okay? Puis à tous les paliers de 1000 mètres, donc à partir de 3000 mètres, 4000 mètres, 5000 mètres, tous les paliers de 1000 mètres, on va faire 2 nuits consécutives à cet endroit-là. Donc, à ce moment-là, c'est excessivement simple de regarder n'importe quel séjour qui nous est proposé ou une carte topo puis un projet qu'on veut faire, si on veut le faire de façon autonome, puis de savoir si le trajet il est raisonnable ou il n'est pas raisonnable. Si on ne respecte pas ces règles-là, bien, évidemment qu'on ne donne pas toutes les chances à notre corps de s'ajuster à l'altitude puis éventuellement s'acclimater à l'altitude. Et là, j'ai nommé deux choses différentes, l'ajustement et l'acclimatation. C'est deux choses complètement différentes.
L'acclimatation, c'est que notre corps, à un moment donné, il est tanné de pomper trop. Là. Il va augmenter le rythme cardiaque, il va augmenter la fréquence respiratoire. À un moment donné, il va dire, gars, je vais devenir plus efficace. Comment on fait? Le corps va produire plus de globules rouges pour amener l'oxygène à toutes les cellules de notre corps. Mais ce processus-là de surproduction de globules rouges, c'est ce qu'on appelle l'acclimatation. Ça commence entre la 7e et la 10e journée après la première exposition à l'altitude. Donc, je répète, ça commence entre la 7e et la 10e. Donc, tous les gens qui sont allés faire le Kilimandjaro, comme notre ami, ne seront jamais acclimatés. Tout au mieux, leur corps a pu s'ajuster. On l'espère. Mais ils ne sont jamais acclimatés. Donc, si, mettons, moi, je compare, mettons qu'on fait un comparatif. Toi, Jonathan, mettons, tu as fait le Kilimandjaro, c'était quoi? Je parle pas le voyage au complet. De en bas jusqu'au sommet. C'était 7 jours. Le sommet, c'est la 7e journée, on arrive au sommet. OK. Puis, comme moi, je m'en vais, mettons, au camp de base de l'Everest et faire la boucle de Gokyo. Moi, c'est sûr, on est légèrement plus haut que le 400 mètres par jour, mais on arrête 2 nuits complets à tous les paliers de 1000 mètres et tout ça. Mais comme nous, moi, je vais être là, vraiment, je te dirais, à rester dans la haute altitude, du moins en haut du 5000 mètres, facilement une quinzaine de jours. Donc, moi, techniquement, à partir de la 7e journée, donc la moitié, mettons, de mon voyage, techniquement, les 7 derniers jours, donc la moitié de mon voyage, devrait être beaucoup plus agréable que la première. Ah ben oui, clairement, ça va être nettement plus agréable parce que là, ton corps va commencer à produire plus de globules rouges, donc tu devrais mieux te sentir. Mais ça, c'est très variable d'un individu à l'autre, puis le temps va varier aussi. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Puis ça, c'est-tu, nonobstant l'altitude que t'es, si je prends un exemple, là, si tu passes, on va dire, 10 jours à 3000 mètres, là, ton corps va comment créer plus. Puis là, si tu montes, là, admettons que tu es rebelle puis tu suis pas les règles de 500 mètres, si tu montes à 5000, en théorie, tu n'es plus acclimaté. Si tu changes, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, c'est que ton acclimatation va se produire, comme je disais, entre la 7e et la 10e journée. Donc, on commence à produire plus de globules rouges dans cette période-là. Quand tu montes, mettons, de 3000 à 3400, ton corps va tranquillement s'adapter à 3400. Okay. Si tu descends à 3000, puis après ça, tu remontes à 3400, tu devrais bien te sentir. Ouais. Mais l'altitude la plus élevée que tu gravis, tu vas être adapté ou acclimaté à cette altitude-là, point. Okay. C'est ça. Fait que dans le fond, tu t'es acclimaté à 3000, ça veut pas dire que tu t'es acclimaté à 4000, tu t'es acclimaté à 3000. C'est ça. À 3000, t'es pas du tout prêt à dépasser le 3400. Non, ok, c'est ça. Fait que ton corps s'acclimate, crée plus de globules rouges pour l'altitude où ce que t'es, mais... il va en créer plus seulement à partir de la 10e journée. C'est ça. Exactement, c'est ça. Quand il en crée plus, mais c'est quand même plus pour où ce que t'es. Pour l'altitude où t'es à ce moment-là. À partir du moment où tu montes en altitude, tu dois te réacclimater à cette altitude. Tu laisses du temps à ton corps de faire le travail qu'il a à faire. OK, super. Génial. Donc là, bon, on est dans le côté physique, on est dans le côté médical et tout ça. Bon, les gens qui connaissent déjà un peu la haute montagne, qui n'ont déjà entendu parler, se sont renseignés un peu là-dessus. On sait tous que, oui, il y a le fameux mal de l'altitude, le mal aigu des montagnes, et qu'il y a certains médicaments qu'on devrait avoir avec nous lorsqu'on fait justement de la haute montagne. J'aimerais que tu me parles un peu mettons, quelle serait la trousse médicaments que normalement les gens qui vont aller faire de la haute montagne devraient avoir avec eux? Puis est-ce qu'il y a certains protocoles reliés à ces médicaments-là? C'est une très bonne question. Il y a clairement des protocoles reliés à tous les médicaments qu'on prescrit pour l'altitude. La première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin. C'est pas compliqué. Les médicaments, c'est sous prescription. Donc, ces médicaments-là, il faut absolument que vous alliez voir le médecin et discuter avec le médecin de votre condition physique parce que c'est lui qui est le spécialiste
de votre condition physique, puis après ça, est-ce que vous pouvez ou non prendre certains médicaments pour l'altitude. Il faut savoir que les médicaments sont là en cas d'urgence. C'est pour régler les problèmes, des symptômes, puis ensuite de ça, descendre. Okay? Les médicaments ne sont pas faits pour monter, à une exception près, mais la plupart des médicaments sont là pour t'aider et t'aider à redescendre. Ça, c'est important à comprendre. Il y a des médicaments plus connus comme le Diamox, qu'on entend souvent parler, les gens qui ont lu un petit peu sur la montagne. C'est l'acétazolamide, le nom du médicament. Donc, le fameux Diamox, et maintenant même, vous pouvez l'obtenir directement chez votre pharmacien. Les pharmaciens peuvent donner le Diamox sans aucune prescription du médecin pour la haute altitude uniquement. C'est bien important à comprendre. C'est vrai jusqu'à 5500 mètres. Oui. C'est ça. Après 5500 mètres, les pharmaciens ne peuvent plus prescrire. Il faut que tu aies un billet du médecin. Ah, OK. Exactement. Le Diamox, c'est un médicament qui est malheureusement beaucoup trop utilisé parce qu'on l'utilise beaucoup en prophylaxie, qu'on appelle. Prophylaxie, c'est comme en prévention, pour t'aider à t'adapter, à t'ajuster, puis éventuellement t'acclimater à l'altitude. Ça, ce que ça veut dire quand ils prescrivent ça, ça veut dire que ton séjour il a été mal planifié, il est beaucoup trop rapide. Parce qu'on n'a pas besoin d'aucun médicament pour gravir une montagne en haute altitude. Okay. Sauf dans certains cas. Des cas où soit des secouristes qui sont obligés d'aller en haute altitude en hélicoptère puis sont, entre guillemets, quasiment parachutés à 3500 mètres d'un coup. Là, le Diamox, ce serait une bonne idée d'en prendre. Ouais. Ou quelqu'un qui a eu un mal aigu des montagnes à répétition dans les aventures antérieures, malgré un bon plan d'ascension. Là, il y aurait peut-être lieu de prendre le Diamox. Dans les autres cas, il n'y a pas besoin de ça. Okay. Le Diamox va servir pour régler des problèmes en traitement, va traiter des problèmes de mal aigu des montagnes modérés à sévères. Donc, c'est à ça que ça sert. Ou aussi, dans certains cas, pour l'apnée du sommeil. Okay. Là, on rentre pas mal dans le technique. Et de toute façon, je vais référer tout le temps les gens vers leur pharmacien, vers le médecin pour gérer ce qui est médication. On ne commencera pas à se popper un Diamox parce que j'ai mal à la tête. Ouais. C'est 0 un médicament pour le mal de tête. Puis moi, je le vois constamment comme guide. Les gens, j'ai mal à la tête, je prends du Diamox. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Les gens ne savent même pas qu'est-ce que cette molécule-là fait dans leur corps, puis ils pensent que ça va aller mieux avec ça. Non, ça c'est une fausse idée. Là. Non, c'est ça. Puis en plus, à moins que je me trompe, le mal de tête, ça peut être un symptôme du mal aigu des montagnes. Fait que là, tu vas essayer de masquer un symptôme au lieu de juste en prendre compte. En fait, ça c'est intéressant parce que non, le Diamox, il ne va pas masquer aucun symptôme. Okay. Ça, c'est une fausse croyance qu'on avait il y a plusieurs années, en fait. Puis ça perdure, en fait. Mais non, ça ne masquera pas aucun symptôme. Mais oui, ce que tu as dit est juste, le mal de tête est un des premiers symptômes à arriver. Puis on le relie dans 95% au mal aigu des montagnes. Mais pour y arriver à ce, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce diagnostic-là, ça prend une évaluation. On ne va pas juste guesser comme ça. Là. On peut faire une évaluation correcte médicale. Puis ouais, vas-y. Ah, puis ça ressemble à... Là, je m'éloigne du médicament, mais ça ressemble à quoi les symptômes un peu du mal aigu de montagne? Quand je donne des formations, je dis tout le temps un peu à la blague, ben moi, j'ai jamais vécu ça, là, mais donc, si on a pris un peu trop d'alcool, là, le lendemain, là, ça ressemble pas mal à tous les symptômes du mal aigu des montagnes. Donc, j'ai mal à la tête, je file pas, j'ai une perte d'appétit, je trippe pas, là. J'ai pas vraiment beaucoup de plaisir dans la vie, là. Ça ressemble pas mal à ça, le mal aigu des montagnes. Ouais. Moi, par exemple, j'ai le droit de le dire, parce que c'est vrai que moi, ça m'est jamais arrivé. Je bois pas d'alcool, fait que... mais, par contre, je peux très bien le diagnostiquer, parce que j'ai ramassé souvent mes chums avec ces signes et symptômes-là. Et voilà. Pour faire un petit complément, mettons, si tu veux bien, là, bon, on parle, bon, oui, pharmacien, notre médecin et tout ça, le Diamox, bon, pour mal de l'altitude, mais
il doit sûrement avoir d'autres médicaments, peut-être qui seraient bons à avoir avec nous, juste pour peut-être dire à nos passionnés, s'assurer que leur médecin ou que l'expédition, on prenne tout en ligne de compte. Comme moi, mettons, par exemple, je prends l'expédition que je m'en vais faire au camp de base de l'Everest. On me dit, dans le fond, bon, ben, tu sais, ça prend un médicament. Bien évidemment, on parle toujours, comme tu dis, en prévention pour édème pulmonaire, édème cérébral, la diarrhée, du Tylenol. Selon toi, ça serait quoi les musts, là, que si t'as pas ça, il y a peut-être un problème avec le gars qui organise ton expédition s'il te demande pas d'avoir ça, mettons, là. En fait, c'est très relatif. C'est-à-dire que ça dépend si on parle d'une expédition qui est organisée par une agence, par exemple, ou si on parle de partir autonome. Okay. C'est deux choses complètement différentes. Moi, je dis toujours, t'es mieux de ne pas avoir aucun médicament que d'avoir des médicaments que tu ne sais pas te servir. Oui, ça c'est sûr. C'est beaucoup moins dangereux. Oui, Parce que si tu n'as pas de médicaments et ça va mal, tu as juste à descendre rapidement puis ça va mieux aller. Okay. Ben, mettons dans le cadre où on fait affaire, mettons, avec une agence, puis qu'on veut voir un peu le sérieux de l'agence, si tu nous dis qu'on devrait avoir, mettons, les médicaments X, Y, Z, puis lui, il t'en demande aucun, il y a peut-être un problème, là. Ouais. Non, normalement, c'est très simple. On va prendre un analgésique du type Tylenol ou ibuprofène comme un anti-inflammatoire. Ça, c'est la base pour les maux de tête ou les petites douleurs qu'on pourrait avoir. Après ça, pour le mal aigu des montagnes, on en a parlé, c'est le Diamox, l'acétamipride. On va avoir un pour l'œdème cérébral qui est le Décadron ou la dexaméthasone, le vrai nom. On va en avoir un pour l'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire, on a deux choix principaux. C'est la nifedipine, le nom de commerce, c'est la Dalate Excel, qui est très connu, ou même le Viagra. Le Viagra ou le sildenafil, là, c'est un autre médicament qui peut agir pour l'œdème pulmonaire. Puis ça s'arrête pas mal là. On n'a pas besoin d'autre chose que ça. Super. En gros, là, c'est la trousse de base. OK. Puis, je vais revenir un peu sur le Diamox. Y a-tu des comme désavantages à le prendre c'est comme, mettons, en comme deux questions. S'il y a comme des désavantages à le prendre en prévention, puis aussi, tu sais, s'il y en a, comme voir, parce que il y a beaucoup de monde qui me disent que Népal, les places comme ça, le Diamox s'est rendu vendu sur tablette, tout le monde peut en prendre. Mais ici au Québec, ils font encore des prescriptions soit par pharmacien, soit par médecin. Fait que c'est savoir, y a-t-il une raison pourquoi que là c'est plus facile à avoir? Puis c'est-tu négatif de prendre ça en prévention? Il y a comme deux phases à ta question. Ouais. En fait, on va commencer par la première que tu me dis, est-ce que c'est négatif ou est-ce qu'il y a des problèmes à prendre ça? C'est une molécule chimique qu'on envoie dans notre corps. À la base, il faut être conscient de ça. C'est pas anodin, puis ça a des impacts importants dans ton corps. Souvent, les médecins vont prescrire ça très rapidement. Sans trop y réfléchir, moi, je suis pas trop pro-pilule. J'aime avoir les médicaments au besoin s'il y a une problématique, mais je ne vais pas en prendre pour rien. Cela étant dit, les médicaments ont tous des effets secondaires. Le Diamox, souvent on dit peut occasionner. Là, dans le cas du Diamox, 100% des gens qui ont pris le Diamox ont eu des effets secondaires. Je connais personne qui n'a pas eu d'effets secondaires. Donc, mâchoire engourdie, des picotements un peu partout, on va uriner à fond parce que ça a un effet diurétique, ce médicament-là. Donc, c'est pas agréable, c'est pas trippant. C'est pas vraiment le fun de prendre ça, mais ça va vraiment aider quelqu'un qui en a besoin. Donc, c'est pas dangereux en soi si ton médecin te l'a prescrit. Fait que ça répond un peu à ce questionnement-là. Maintenant, ta deuxième question était, j'en ai vu à l'étranger, apparemment que c'est accessible. Bon, premièrement, il faut savoir que les pays du tiers-monde, on ne peut pas trop se fier à l'approvisionnement de médicaments qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont périmés? Est-ce qu'ils ont été bien entreposés? La réponse, dans la plupart des cas, est non. Donc, c'est pas une bonne idée d'aller prendre ça à l'étranger. On prend toujours nos médicaments d'ici, et on vérifie que notre date de péremption, elle est correcte. Puis on l'entrepose comme il faut aussi. Ça, c'est vraiment important à savoir. On ne va pas acheter quelque chose comme ça sans en parler à notre médecin. C'est pas un bonbon. Pas des Smarties, là. C'est ça. Il faut savoir que les allergies,
Si tu es allergique au sulfamide, entre autres, là, je te donne un exemple, tu ne peux pas prendre le Diamox. OK. Donc, c'est pas anodin, là. On va pas commencer à acheter ça à l'étranger, puis on va pas commencer à acheter ça sans en parler à notre médecin. Ça, c'est clair. C'est parfait. Super, merveilleux. Good. Fait que là, si on revient un peu, tantôt tu nous as parlé de ta règle du 400-500 mètres environ par jour, puis après ça, à chaque 1000 mètres, c'est 2 jours de repos. C'est 400 mètres, hein? Pas 400 à 500. Ah oui, c'est ça, 400 mètres, parfait, 400 mètres. 2 nuits! Ouais, parfait. Focus, Jonathan! C'est bon. Non, mais c'est important parce que la plupart des gens qui ont lu des ouvrages qui datent un petit peu ont tous en tête le 300 à 500 qui était dans tous les ouvrages avant. OK. Et maintenant, on est revenu vers 400. Donc, c'est vraiment 400. Les Américains sont encore pris sur le 300 à 500. Là. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais en Europe, ça fait déjà quelques années, les experts au niveau de la haute altitude, tout le monde est pas mal en accord avec ça, c'est 400 mètres. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. Il y en a même qui ont descendu à 300. Donc, OK. C'est ça, je voulais juste voir si nos passionnés suivaient. Donc, 400 mètres par jour, à chaque 1000 mètres, deux nuits de repos. Mais souvent, quand tu entends parler, si on parle des films de l'Everest, les documentaires sur l'Everest ou les hautes montagnes, ça parle de comme rotation souvent. Ça fait une rotation, si on parle, je vais prendre l'Everest par exemple, là, ça part du camp de base, ça monte au camp 1, camp 2, ça redescend. Après ça, ça remonte un peu plus haut, ça redescend. C'est ça, c'est le concept de comme rotation. Peux-tu nous en parler un peu de la rotation? Ou ça change-tu la règle ou c'est que c'est la règle appliquée d'une manière différente? Ou Ça, c'est disons, c'est des stratégies pour grimper en montagne, ça. C'est pas tant des... Oui, il y en a qui vont appeler ça des rotations, là, mais c'est plus des stratégies de grimpe qui fait que il y a un vieil adage qui dit « climb high, sleep low », donc on grimpe un peu plus haut dans la journée puis on descend couché plus bas. Donc, autrement dit, on va stresser notre corps à un peu plus haut en altitude, mais on va toujours revenir descendre plus bas. Et ça, c'est une stratégie qui fonctionne quand même bien pour la plupart des gens. Par exemple, ça fait 2 nuits que je suis à 3000 mètres. Je peux monter à 3400, 3500 mètres. Je vais redescendre à 3000 coucher. Donc, je vais stresser mon corps un peu plus haut que je devrais même, mais je vais revenir plus bas pour coucher. Fait que, oui, c'est des stratégies qui existent et qui fonctionnent. Par contre, il faut toujours rester alerte et conscient que si je dépasse mon 400 mètres par jour, je suis dans une zone que je qualifie, moi, de haut risque. C'était vraiment à haut risque à ce moment-là. S'il arrive quoi que ce soit, ton corps n'est pas prêt à affronter ça. Donc, si t'arrive quelque chose, tu es pris par la tempête ou peu importe la situation, tu te fais une simple entorse, t'es faite. Ça ira pas bien, là. OK. Donc, dans le fond, la stratégie, c'est, mettons qu'on respecte le 400, ça serait, je suis à 3000, je monte à 3004, je couche à 3000. Le lendemain, je monte à 3004, je reste là. Après ça, je monte à 3008, je reviens à 3004. Fait que là, on monte par palier comme ça, en redescendant toujours au palier inférieur à chaque fois. Tu pourrais faire ça, oui. Mais en fait, quand on parle de trek, on va juste respecter la règle que je vous ai dit avant. Oh oui, c'est ça. Là, la question était plus pour une ascension comme, mettons, l'Everest, si on veut parler d'une très grosse montagne ou de d'autres grosses montagnes. Là, c'est plus dans cette stratégie-là. Il y en a plein de stratégies qui existent. Là. Dans mon livre, j'en parle. Là, et il y a vraiment plein de stratégies. Puis, il y en a des nouvelles aussi, parce que les gens sont rendus... disons, à une autre étape de l'histoire de la montagne. Puis il y en a qui se font héliporter. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en montagne. Là. Ouais, ça, j'ai vu une histoire d'une personne qui se faisait comme... qui montait plus haut, l'hélicoptère la ramassait, la ramenait plus bas, la ramenait là. En tout cas, il y a d'autres... Ça, c'est ça. Là, on tombe dans d'autres considérations parce que bon, c'est autre chose. Là. Pour moi, on peut parler d'éthique, on peut dériver sur différents sujets. Je ne rentrerai pas dans ce non, c'est ça. Mais par contre, j'allumerais peut-être une lumière à tous ceux qui voudraient utiliser ce genre de principe-là. C'est pensez donc à l'écologie. Parce que c'est zéro écologique de faire ça. Ne serait-ce que ça. Il y a plein d'autres paramètres. J'ai plein de problèmes d'éthique avec ça, mais je fais justement une parenthèse là-dessus parce que quelqu'un dernièrement me mentionnait, puis j'en revenais pas.
j'étais ébahi, j'étais comme, je peux pas croire, je peux pas croire que les gens, on paye déjà assez cher d'assurance, je peux pas croire que les gens font des affaires de même, que les gens, mettons, vont aller faire un trek à l'Everest et tout ça, puis que là, au lieu de redescendre, quand ils arrivent au camp de base ou au camp numéro 2, n'importe quoi, vont faker un problème médical pour se faire évacuer, payé par leurs assurances en hélicoptère. Puis là, c'est pas des jokes, là, ça a l'air que c'est vraiment régulier, là, que j'ai entendu dire que ce genre d'affaires-là se faisait. Régulier, tu vas en voir plein quand tu vas être là-bas. Il y en a plein. Complètement, c'est complètement débile. D'après ça, on se demande pourquoi nos assurances nous coûtent cher. OK, on ferme la parenthèse. Mais c'est ça, pour ce concept de comme rotation, moi quand j'ai fait le Kilimanjaro, j'ai eu beaucoup d'insomnie, beaucoup de misère à dormir, puis quand je voyais ça, je me demandais, le concept de monter plus haut puis dormir plus bas, est-ce que ça l'aide de ce côté-là, ou que même juste suivre la règle de 400 mètres au lieu, ça l'aide pour l'insomnie, ou... Ben oui, en fait, les problèmes de sommeil sont nombreux, puis peu importe ce que tu vas faire, c'est sûr que ton sommeil n'est pas super récupérateur en altitude, mais il y a plein de stratégies que tu peux adopter pour avoir un bon sommeil. Il y a toute une routine à faire avant d'arriver à ton sommeil qui vont faire que tu vas bien dormir, en fait. Ouais, c'est ce que j'enseigne aussi dans mes cours. Là. Ouais, c'est ça. J'imagine des choses comme lâcher les écrans, les cellulaires, et relaxer, des choses standards au quotidien. Là. Exact. Là, bon, on a couvert déjà beaucoup de choses. C'est quoi la haute montagne, les maladies, les rotations, les risques et tout ça. Bon. Maintenant, quand on a, dans le fond, trié ça, on a décidé où ce qu'on voulait. Bon, on a on fait affaire avec une bonne compagnie qui respecte les règles, on est au courant des risques et tout le kit. Ben, là, après, comment on se prépare à faire une randonnée en haute montagne? Là, tu sais, mettons, entraînement, les différents types de préparation, un peu. Ça serait quoi les lignes directrices, les bases essentielles pour quelqu'un qui s'en va faire ça une première fois pour bien se préparer ou être bien préparé, disons, là? Bien, ça se fait en plusieurs phases. La préparation que j'appellerais cognitive, où là, il faut que tu emmagasines un paquet de connaissances. Donc, il faut que tu lises sur la montagne où tu veux aller, le trajet que tu veux faire. Il faut que tu te renseignes sur la culture locale, sur parce que c'est toujours dans un pays étranger. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important de se renseigner sur le peuple qui vit là pour pas déranger non plus ce peuple-là, mais plutôt pour les aider autant qu'on peut. Donc ça, c'est une première préparation. Donc, beaucoup de lectures, regarder des vidéos instructives, tout ce qu'on peut faire pour aller chercher un maximum d'informations pour mieux se préparer, disons, au niveau cérébral. Après ça, tu vas arriver avec l'entraînement physique. Tu as tout un programme d'entraînement physique. Et là, ça dépend beaucoup d'où tu pars. C'est quelqu'un qui est déjà en forme, qui fait déjà de l'exercice physique sur une base quotidienne, bien, il va juste ajuster ce qu'il va faire comme entraînement physique pour arriver à être prêt pour son aventure. Si c'est quelqu'un qui ne fait pratiquement pas de randonnée ou d'exercice physique, bien, il va avoir plus de travail à faire. Et là, à ce moment-là, il y a grand avantage à aller voir un kinésiologue pour se faire un programme spécifique pour ses besoins à lui, pour éviter de se blesser, en fait. Puis de ne pas se surentraîner. Là, il y a un paquet de pièges à éviter parce que les gens se surentraînent, font pas les bonnes choses. Je donne un exemple très simple. J'ai souvent des clients qui sont des bons cyclistes. Et puis, ils disent, ben moi, je continue à faire du vélo. Ben, je suis désolé, mais le vélo, ça n'a rien à voir avec la marche. C'est biomécaniquement complètement différent. Donc, si tu veux être un bon marcheur, marche. Fait que là, ça leur demande beaucoup de travail parce qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du vélo ou qu'ils diminuent beaucoup, puis pour intégrer une nouvelle discipline qui est la marche. Donc, ça, c'est des choses importantes à savoir ou des pièges à éviter. Donc, l'entraînement physique a une immense importance dans surtout le plaisir que tu vas avoir en montagne. Parce que si tu es mal préparé physiquement, bien, c'est sûr que tu vas avoir plus de difficultés. Mais
faut pas oublier une chose, c'est pas parce que tu t'entraînes physiquement au niveau de la mer que ça va te donner un avantage au niveau de l'altitude. Ouais. Ça n'a aucun avantage en termes d'altitude. Ça a un avantage en termes de plaisir général, mais c'est tout. Mais c'est quand même important, là. Oui. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'altitude. Ouais. C'est ça, j'allais justement poser la question de si ça changeait quelque chose pour l'altitude de s'entraîner. Non, le mal de l'altitude discrimine pas, là. Non, ça change strictement rien. Et souvent, la blague, je dis dans mes cours, je dis, bon, d'après vous, celui qui regarde la TV toute la journée puis qui fait pas d'exercice physique puis qui mange son gros bol de chips à tous les jours, puis le triathlète Ironman, lequel des deux va le mieux performer, même si je n'aime pas le terme performer, en haute altitude, d'après vous autres? Ben, tout le monde dit le Ironman, mais ça change absolument rien. Mais non. C'est le gros paresseux. Ah ouais? Pourquoi? Parce que lui, il a la bonne attitude. Qu'est-ce qui va arriver? Il va marcher tranquillement. Puis au moindre obstacle, la moindre difficulté, il va ralentir, puis il va même s'arrêter. Et ça, c'est la bonne attitude. Il n'y a pas le bon physique, par exemple. Ouais, c'est ça. Le Ironman, lui, va pousser, parce qu'il est habitué de sentir l'acide lactique, il est habitué de pousser la machine. Ça mène vers la mort en altitude. Ouais. Ça, c'est la mort assurée. Mais si le Ironman, qui a un bon physique, avait l'attitude du paresseux, là, on trouve le combo parfait. Oui, exactement. La haute altitude, c'est un sport. On des chips pour vous préparer, là. On s'entraîne comme il faut, mais on a une bonne attitude, donc on ne pousse pas la machine. On y va très lentement, très progressivement, puis ça donne des bons résultats. Ouais, la haute altitude, c'est un sport de lâche. Ah oui, c'est un sport de paresseux, faut y aller. Ouais, ça, moi, il faut que je fasse attention à ça parce que, tu sais, je suis pas un maniaque, là, en randonnée, je fais pas des affaires de 30-40 km par jour avec un pack-sac ultra light, là. Je me ralentis, mais naturellement, j'ai une endurance que, tu sais, je suis capable d'avoir, tu sais, j'ai fait la traversée de Madère avec un pack-sac de 40 livres sur le dos avec des 1200 mètres de dénivelé par jour, puis, tu sais, je roulais, là, mais, tu sais, je faisais 15 kilos, 15, 16, 17 km par jour, mais tu sais, j'ai un rythme de marche de 3,5 à 4 km/h, ce qui est déjà beaucoup trop rapide. C'est ça, exactement, beaucoup trop rapide. Le terme qu'ils utilisent souvent au Kilimanjaro, c'est polé, lentement, puis... Ok, Emmanuel, on a vu beaucoup les critères qu'il faut, les règles et tout. Mais si on prend nos passionnés qui veulent partir faire leur aventure, choisir une agence pour partir faire ça, que ce soit n'importe quelle autre montagne, on peut-il résumer c'est quoi les critères qui doivent être attentifs avec l'agence pour faire ça? Ouais, ben en fait, dans mon livre, je fais une liste de questions à poser aux agences pour vraiment s'assurer qu'ils vont bien répondre à toutes vos attentes. Okay. Et, tu sais, ne serait-ce que de s'assurer que l'agence est bien enregistrée. Non, mais c'est des bases importantes. Savoir avec qui ils font affaire à l'étranger. Parler à votre guide. Si tu peux pas parler à ton guide, ça veut dire que tu vas être parachuté avec le guide qui va être disponible, c'est tout. Savoir c'est quoi les certifications du guide. Est-ce qu'il est certifié? Il y a beaucoup de gens qui guident des groupes en montagne parce qu'il faut savoir qu'au Québec, il n'y a aucune règle, aucune loi qui oblige quoi que ce soit au niveau du plein air. Donc, il y a beaucoup de gens qui se proclament guides, mais qui ne sont pas du tout des guides certifiés. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Donc, je veux voir les certifications du guide. Okay? Il y a des certifications au niveau canadien. L'association qui gère ça, c'est l'ACMG, l'Association of Canadian Mountain Guide. Ça, c'est l'association, disons, pan-canadienne. Sinon, il y a d'autres certifications qui existent, mais exiger de voir les certifications des gens. Est-ce que mon guide est certifié en secouriste en région isolée? Ça a l'air évident, mais ce ne l'est pas du tout. Posez des questions. Posez des questions, ça, c'est super important. Vous allez être surpris des réponses. Donc ça, c'est vraiment une base de base. Parler peut-être à des clients qui ont voyagé avec ces agences-là. C'était quoi leur feedback? Mais fiez-vous pas à des anecdotes. Allez avec des choses qui sont vérifiables. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu veux dire par anecdote?
Genre ce que les gens vous ont raconté, dans le fond. Ouais, exactement. Ça, c'est un peu de l'anecdotique. Ah, cette compagnie-là est bonne. Elle est bonne, pourquoi? Non, mais tu te bases sur quoi? Tu as eu une belle expérience, OK, mais c'est quoi une bonne agence, une bonne... Il faut un petit peu plus de... sortir des détails. Il envoie des centaines par année, des centaines de clients par année sur le Kilimanjaro, ça doit être bon? Non, pas nécessairement. Okay. Donc, c'est pas le nombre de personnes que tu as envoyées en altitude qui fait que tu es une bonne agence ou pas une bonne agence. Okay. Demandez leur plan d'urgence. Tu dis, je m'en vais faire, disons, comme toi, je m'en vais faire le camp de base d'Everest. Ben, tu demandes à l'agence, ben, fournis-moi ton plan d'urgence. Si l'agence n'est pas capable de te le fournir dans les minutes qui suivent, c'est qu'ils n'en ont pas. C'est qu'ils n'ont pas pris la peine d'en faire un. C'est pas suffisant de te faire dire « Ah, ben j'en ai un. Ouais. » Ah non, je veux voir. Donne-moi ton plan d'urgence illico. Si tu ne me le fournis pas là, ça veut dire que tu ne l'as pas fait en prévention, tu ne l'as pas fait dans ta planification. On devrait toujours faire ça en planification. Donc ça, c'est des questions très simples à poser. Là, je pourrais en lister plein. Là. Ouais, ils ne font pas faire un bilan de santé complet par ton médecin. Déjà là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il y a des contre-indications absolues et relatives à l'altitude. Moi, je fais signer ça à tous mes participants par leur médecin. Si l'agence ne fait pas signer ça, c'est pas sérieux. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on peut poser comme ça. OK. Je te pose, mettons, la question à 100$. Parce qu'effectivement, regarde, nous autres, on s'est parlé hors micro, puis tout ça, puis on a discuté de plein d'affaires. On a beaucoup de jasettes. Mettons que la personne ou le guide qui gère, mettons, l'expédition n'a pas, disons, la certification officielle, mettons, de la CMG. Je sais pas, je prononce le bon acronyme, là. Est-ce que ça veut dire nécessairement que cette personne-là n'est pas apte à te guider de façon professionnelle? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Faut savoir que moi, à l'origine, quand j'ai commencé, ça n'existait même pas, ces certifications-là au Québec. Ouais. Donc, je m'inclus là-dedans. Donc, je te dirais pas nécessairement parce que ça se peut qu'il y ait suivi d'autres formations connexes ou différentes formations à l'étranger qui existent. Il faut creuser, il faut poser des questions. Okay. Mais c'est sûr que s'ils ne sont pas certifiés par une entité, quelle qu'elle soit, ben, ça pose un risque pour moi, parce que ça veut dire qu'il ne suit aucun protocole établi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un grave problème. C'est vraiment un grave problème. Okay. Parce que ces grosses associations-là, c'est pas une personne, c'est un regroupement de plein de professionnels du milieu. Donc, ça veut dire que tout le monde a réfléchi aux meilleures façons de faire, aux meilleures façons de gérer la santé en altitude ou gérer les situations en plein air. Donc, c'est un gage de sécurité, là. OK. Ben, c'est des choses qui sont vraiment importantes à savoir, je pense. Puis ça va vraiment aider notre monde. C'est ça. Puis c'est des choses que, tu sais, comme même moi, j'ai pas pensé avant de partir, tu sais, puis que je pense qu'il est vraiment bon à savoir, effectivement. Ah, définitivement. Bon, Emmanuel, toi, bon, OK, t'as écrit des livres, t'as l'Académie de haute montagne et tout ça et tout, mais toi, t'en fais des expéditions, là, tu guides des gens, tout ça. Et toi, personnellement, je sais pas si t'as encore le temps, toi, de faire des choses, mais t'as-tu... ça va être quoi ta prochaine aventure? T'en as-tu une de planifier ou t'as-tu des projets en tête? Tu prévois-tu? Tu nous réserves-tu quelque chose? J'ai plein de projets. Tu parles de projets personnels là, ou des projets de guidage? Des projets de guidage, j'en ai plein. Ouais, ça, je sais que t'en as, mais je parle peut-être toi en tant qu'individu et toi-même passionné de haute montagne, là. Oui, j'ai des projets qui sont toujours en arrière de ma tête, pas loin, dont un gros que je veux faire d'ici 2 ans, mais j'en parle pas encore. Ouais, ça je comprends. Il y en a beaucoup des fois que... Quand j'en parle, c'est que c'est déjà pas mal fait, puis tout est ficelé. Okay. Mais oui, j'ai un gros projet qui arrive
d'ici un horizon de 2 à 3 ans maximum. Là, donc ça, c'est sûr que oui, je continue en fait à en faire, mais c'est plus difficile étant donné, justement, comme tu dis, je guide, je donne la formation, je fais un paquet de choses. Les projets personnels arrivent un peu moins fréquemment, là, mais oui, je continue. Oui. Ben à ce moment-là, je vais retourner d'abord en arrière. C'était quoi ça a été quoi ta dernière aventure personnelle? En fait, c'est drôle. La dernière aventure personnelle, c'est une aventure qui touche pas, en fait, nécessairement la haute altitude, mais qui est en Islande. Puis ça faisait longtemps que je voulais aller marcher en Islande, et ça a été fabuleux. Malgré une température exécrable, ça a été vraiment fabuleux. C'était un endroit magique, vraiment. J'ai jamais vu ça. J'ai voyagé pas mal dans ma vie, mais j'ai jamais vu un endroit comme ça. C'est unique au monde. Non, l'Islande, je suis allé une semaine de temps avec ma fille. On n'a pas marché. J'étais pas ma fille est moins rando un petit peu, mais écoute bien, d'une journée, on en explorait des affaires. Là. Puis, l'Islande, c'est un paradis. Là, je veux dire, moi, je dirais, t'as pas vécu si t'es pas allé faire un tour en Islande à un moment donné ou un autre. Là. C'est tellement magnifique. Vraiment fabuleux, ouais. OK. Puis, de côté plus guide, t'as-tu comme des beaux projets qui s'en viennent? Parce que je pense que je t'ai vu poster aussi récemment sur Facebook. Oui, on a vu un. Récemment, on en a vu un. Oui, ben là, je pars au Népal pratiquement en même temps que toi. OK, OK. Je pars au Népal au mois de mi-mars. Un petit peu avant toi, je pense. OK. Puis, mais après ça, là, je suis en train d'en planifier un qui n'est pas complètement fini de booker. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, qui va se passer cette fois-ci au Ladakh, dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya indien. Donc, un séjour vraiment hallucinant qui va allier temple bouddhiste, culturel, et puis une autre partie en tente où on est vraiment sauvage dans des milieux hallucinants. Là. Wow. C'est le prochain projet. Là, ouais. OK. C'est tentant, ça. Il reste encore des places, mais tu vois, moi, je procède un peu différemment des autres qui organisent des séjours comme ça. C'est que je choisis chaque personne, chaque participant individuellement. OK. Puis c'est un groupe maximum de 12 personnes. OK. Donc, dis-moi, Emmanuel, t'as parlé beaucoup de comme ton livre, tes cours et compagnie. Je sais que tu as ton école, qui est l'Académie de haute montagne. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, l'Académie haute montagne, j'ai bâti ça. C'est une académie sur le web. Donc, c'est de la formation web. Maintenant, je parle de ça, tout le monde connaît ça. Mais au moment où j'ai parti ça, c'était en 2016-2017, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus de la date exacte. Les gens ne savaient même pas ce que c'était la formation sur le web. Donc, j'étais vraiment un peu trop en avance sur mon temps. Maintenant, écoute, les gens, après la pandémie, se sont tous mis à prendre des formations sur le web, donc ils savent exactement ce que c'est. Et je l'ai fait, moi, parce que je passe beaucoup de temps avec mes participants pour les former avant d'arriver sur le terrain. Et puis, je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait une référence vidéo pour qu'ils puissent se référer à ça, parce qu'on donne beaucoup d'informations. Le cerveau a une certaine capacité à emmagasiner, puis de pouvoir les revoir, ça devient pratique. Donc, puis je l'ai offert aussi à différentes agences pour qu'ils puissent mieux préparer leurs participants, passer énormément de temps. Et puis, c'est super le fun parce que moi, je le vends, entre guillemets, comme moi, j'aimerais l'acheter. Donc, c'est un frais, une fois à vie. Tu as accès illimité à toutes les capsules pour la formation que tu achètes, évidemment. Et puis, les formations se bonifient avec les années. J'ajoute des capsules vidéo et puis tu as accès à ça illimité. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, quelqu'un qui veut vraiment, vraiment bien se préparer, il va prendre la formation Trek Expert, qui est la plus grosse formation sur l'Académie Haute Montagne. Puis, il y a mon livre entre les mains. La personne qui est le moindrement un peu autodidacte va être amplement correcte pour partir l'esprit tranquille dans son aventure. Mais tu donnes un combo idéal pour se préparer pour l'aventure. Cool. Puis tu donnes aussi, tu fais du présentiel aussi, parce que moi, j'ai passé... la période était, puis le budget faisait que finalement, j'ai pas pu, mais c'est sûr que ça reste dans mes projets. Tu donnes la formation aussi en présentiel, là, une grosse formation, je pense, de 3-4 jours là, en présentiel aussi. Là. Oui. J'ai bâti une formation, ça fait déjà une quinzaine d'années.
Au début, c'était offert aux guides seulement. Maintenant, c'est ouvert au grand public. Il y a une formation de 3 jours qui est un niveau, disons, pratiquant pour être autonome au niveau du suivi de la santé en altitude. Puis la 4e journée, ben, c'est plus pour les encadrants, les guides. Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui prennent quand même la 4e journée parce qu'ils veulent en apprendre plus puis être vraiment, vraiment autonomes. Donc, c'est 3 ou 4 jours spécifiquement sur le suivi de la santé en altitude. Donc, c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus pour devenir autonome. Puis souvent, au bout de la 4e journée, les gens disent « Aïe, aïe, j'aurais pris une semaine ». Mais oui, il y en a encore beaucoup à apprendre, mais reste que après 4 jours, tu es vraiment autonome sur ton suivi de la santé, puis tu te sens vraiment à l'aise disons, avoir du plaisir en montagne et être sûr de ton coup. Là. Okay. Ben, sais-tu, on n'a jamais assez. Là. Je rajouterais peut-être, je te poserais peut-être une question qui n'était pas nécessairement prévue, mais que je pense qui pourrait être intéressante. Mettons, toi, là, quelqu'un, justement, mettons comme Jonathan, là, qui n'a jamais fait, mettons, de haute altitude, puis qui aimerait s'initier à ça et tout. Toi, personnellement, ça serait quoi, mettons, tu dirais, la meilleure montagne ou ta montagne préférée que tu recommanderais à quelqu'un, mettons, qui en a jamais fait de haute montagne, puis qui serait intéressé à s'initier à en faire une? Ben, c'est une question que je me fais souvent poser, ça. Je te dirais, moi, je crois qu'un des endroits les plus intéressants pour s'initier, c'est le Pérou. Le Pérou, c'est un pays fabuleux, oui. Un peuple fantastique, et puis c'est facile de voyager là. Oui, donc, définitivement. Un beau dépaysement, t'es dans un environnement qui est relativement facile, entre guillemets, pour t'initier à la haute montagne. Puis, c'est souvent assez proche d'un village, donc c'est pas des grosses logistiques, c'est facile, disons, relativement facile d'organiser quelque chose qui est vraiment agréable. Je dirais le Pérou, c'est probablement le pays que je viserais pour débuter la haute montagne. Wow, moi j'ai été là pendant 21 jours, encore une fois, un voyage père-fille, puis effectivement, là, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial comme place, puis effectivement, j'étais content que tu dises ça, oui, c'est vrai, le peuple là-bas est incroyable, nous autres, on a tellement eu de fun avec les gens là-bas, là. Ouais, mais c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça, mais c'est vrai que le Pérou, c'est une maudite belle place pour ça, là. C'est drôle parce que je regarde justement pour peut-être faire un voyage à la Cordillère Blanche dans les prochaines années, fait que ouais. C'est vraiment le fun Mais encore une fois, il faut juste s'assurer d'être avec les bonnes personnes, puis surtout si tu débutes, d'être encadré correctement, donc tu vas apprendre beaucoup si tu es bien encadré. Ouais. Ben, écoute bien, Emmanuel, ça passe à travers les sujets qu'on voulait aborder. Encore une fois, je te remercie. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi puis que tu nous partages ces belles connaissances-là. Puis c'est clair et net que ça va clairement aider nos passionnés. Là. Ah oui, nos passionnés, puis nous aussi. Là, je veux dire, on pourrait en parler pendant 2 heures, mais bon. On essaie de se limiter un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute bien, je te remercie énormément de ta présence, Gabriel. Gabriel, j'ai dit Gabriel, que c'est ça? Emmanuel, désolé, je t'ai débaptisé là. Merci de ta présence avec nous, Emmanuel. Yes, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, gars. J'espère que ça a pu aider des gens puis inspirer des gens à aller s'amuser en haute montagne puis à garder le sourire en montagne. Ah oui, j'espère parce que la montagne, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Donc, c'était Jason Rando et nous recevions aujourd'hui Emmanuel Daigle. Donc, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aller nous donner une petite note, une petite cotation sur la plateforme que vous écoutez. Toujours apprécié. On a plein d'autres qui s'en viennent. Donc, merci encore une fois à nos passionnés. Merci à Emmanuel. Donc, à la prochaine. Yes, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.